L'artiste précède le psychanalyste. Par son travail sur les semblants dont il est l'objet, il universalise sa singularité et à la fois révèle l'époque dans laquelle il tente de se frayer une place. Aujourd'hui, nous évoquerons l'époque à la lumière de Françoise Sagan, avec notre invité Flavien Falentin, et puis autre écho de l'époque, le film The Semblant, présenté par Stéphanie Lavigne, et notre collègue Romain Aubé conclura avec la mention de Lacan sur Françoise Sagan. À tout de suite. Flavien Falentin, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes professeur de littérature française et francophone au Colby College et nous allons échanger avec vous alors que vous êtes en duplex dans le Maine, où je crois il ne fait pas si froid. Vous êtes l'auteur de Faut-il brûler Sagan ? Et vous avez co-dirigé avec Céline Romanova l'ouvrage collectif Bonjour Tristesse, 1954-2024, premier ouvrage universitaire collectif français sur l'œuvre de Sagan. Nous avons la chance aussi avec nous d'avoir aujourd'hui sur le plateau Romain Aubé, qui est un collègue psychanalyste à Rennes et qui connaît bien l'œuvre de Sagan, puisqu'il a écrit et il a participé donc à l'ouvrage et il va aussi, nous l'avons invité à nous rejoindre dans cette conversation. Alors peut-être nous pouvons la commencer par Bonjour Tristesse. C'est le premier roman de Françoise Sagan qu'il écrit en quelques semaines, alors qu'elle a à peine 17 ans et qui va paraître quand elle en a 18. Un peu moins de 10 ans après la fin de la guerre. Et c'est un scandale. La narratrice est une jeune fille bourgeoise, en vacances avec son père sur la Côte d'Azur, qui vit une sexualité libérée sous un mode jusque-là réservé aux jeunes hommes. Sans conséquences morales pour elle, sans être sanctionnée, si je puis dire, par le mariage ou une grossesse. Alors, peut-être pour commencer, nous pouvons parler du scandale qu'a été Bonjour Tristesse à l'époque, le scandale de ce livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ? Nous en donner une idée ? Oui. Bonjour et merci de me recevoir. Oui, absolument. Le scandale revêt des formes nouvelles à chaque époque. On parle, si on parle d'une manière pédante, l'étymologie du mot scandale, c'est la petra scandali, la pierre d'achoppement, et donc cette peur de la chute, cette peur de l'erreur finalement. Et le scandale dans Bonjour Tristesse, vous l'avez dit, une adolescente va parler de la vie d'une autre adolescente et de sa vie sexuelle. Et pour la première fois en littérature, finalement, on découvre une jeune fille qui parle de sa sexualité avec un jeune homme pendant un été, un jeune homme qu'elle n'aime pas. Et en effet, comme vous l'avez rappelé, chose nouvelle en littérature, qui ne tombe pas enceinte à la fin du roman et qui n'est pas non plus punie par le mariage obligatoire, comme on pouvait le trouver, par exemple, chez Laclos, dans Les Liaisons dangereuses, où la jeune Cécile Volange, qui partage d'ailleurs le prénom de l'héroïne de Sagan, qui, elle, va se faire violer par Valmont et va finir enceinte et en couvent à la fin du roman de Laclos, alors que chez Sagan, dès la première page, Cécile sort du couvent et commence sa vie
d'une manière libre. On pourrait ajouter que, contrairement à l'héroïne de Laclos, l'étymologie du prénom Cécile, c'est celle qui ne voit pas. Et en effet, chez Laclos, elle ne voyait pas que Valmont l'a violée, alors que chez Sagan, elle découvre et elle voit d'une manière tout à fait claire le jeu des hommes, le jeu des adultes qu'elle va finir par manipuler. Elle joue aussi. Et elle joue également, oui. Elle-même est joueuse. Oui, mais au fond, elle a été qualifiée paradoxalement de moraliste, il me semble. Donc, comment est-ce qu'on peut conjuguer ces deux mentions de roman moral et de scandale à la fois? Oui, vous avez raison, elle interroge la morale. Elle interroge la morale. L'étiquette de moraliste interviendra un peu plus tard avec Dans un mois, dans un an, le roman qu'elle publie en 1957. Mais vous avez raison, dès Bonjour Tristesse, on peut voir que la narratrice va scander des aphorismes, elle va scander des principes moraux. Certains ont vu qu'elle était immorale. C'est d'ailleurs la mise à l'index du Vatican qui va dire il faut mettre loin des lèvres de la jeunesse le poison que constituent les romans de Françoise Sagan. Mais il n'y a pas véritablement d'immoralité, et je crois que Cécile est plutôt quelqu'un d'amoral, en ce qu'elle s'interroge en permanence sur ce qu'est la moralité, à une époque d'après-guerre où justement l'horreur de la guerre venait de faire chavirer toutes les notions morales que l'on avait en tête. Est-ce qu'on peut dire que la moralité ne porte plus sur le sexe, mais que l'interrogation morale s'est déportée, notamment dans Bonjour Tristesse, sur d'autres considérations, en particulier peut-être la question du désir, du vœu de mort de l'héroïne? Vous avez raison de souligner ça, c'est ce que voit Sagan en fait. Sagan, elle se dit, au sortir de son livre et après le scandale qu'il peut créer dans la société française et internationale, rappelons que Bonjour Tristesse sera censuré en Afrique du Sud, en Espagne, au Portugal et également en Pologne. Elle se dit, mais finalement, la moralité ou le problème de moralité, le scandale n'était pas finalement dans le fait qu'une jeune fille découvre les plaisirs des sens lors d'un été. Elle dit, pour moi, le véritable scandale, c'était qu'une personne puisse en amener une autre au suicide, puisqu'il s'agit de cela dans Bonjour Tristesse. La jeune héroïne Cécile va acculer au suicide sa belle-mère, sa future belle-mère, Anne Larsen. Est-ce que vous trouvez qu'il y aurait éventuellement un lien entre la tristesse et ces fluctuations de la morale? Cécile se rend compte à la fin, et c'est d'ailleurs la dernière phrase du roman, Bonjour Tristesse, qui est une épanadiplose qui rappelle le titre, elle se rend compte à la fin du roman qu'elle vient de tuer d'une certaine façon la seule personne valable du roman. Donc c'est pour ça qu'il y a ce contraste entre la morale et la tristesse. Anne Larsen était la seule femme indépendante du livre. Anne Larsen était la seule femme d'une certaine façon féministe qui lui avait appris à se conduire en société, qui lui avait appris l'indépendance et qui surtout l'avait mise en garde contre une potentielle grossesse qui finirait en clinique. Et la mort de cette héroïne qui suscite la tristesse finale, finalement, puisque la tristesse devient un personnage principal à la fin du roman, puisqu'elle porte une majuscule seulement au dernier mot du roman, comme si c'était ce roman d'apprentissage, c'était l'apprentissage et la connaissance d'une nouvelle personnalité qui est la tristesse. Eh bien, cette tristesse par rapport à la mort d'Anne Larsen, finalement, va susciter un grand nombre de débats, notamment chez Simone de Beauvoir, qui écrira dans La force des choses qu'elle détestait finalement Bonjour Tristesse, dans la mesure où l'héroïne venait de tuer la seule femme indépendante et féministe du roman. Je voulais vous demander, Flavien,
un peu quel était le rapport de Sagan à sa propre légende, parce qu'elle a eu quelques mots qui sont très répandus, qui étaient « j'ai porté ma légende comme une voilette », et elle parle même d'un masque un peu primaire, délicieux. Et donc je me demandais un peu quelle fonction avait sa propre légende pour Sagan. Est-ce que ça n'avait pas participé un peu à la rendre insaisissable, inclassable, voilà. C'est une très bonne question parce que, en effet, cette légende qui est faite d'alcool, de voitures qui vont vite, de casinos et de couvertures de magazines l'ont rendu sympathique d'une certaine manière aux yeux des Français, puisque c'était également la première écrivain star. Et finalement, Sagan, elle se rend bien compte qu'elle n'est pas un écrivain, j'allais dire normal. Elle est atypique, si vous voulez. Si on la compare à Julien Gracq, c'est complètement différent. Il y a toujours un paradoxe avec Sagan. Donc c'est une légende qui lui permet de vendre. Il ne faut pas oublier l'aspect mercantile des choses. C'est une légende qui va lui permettre d'atteindre des sommets, puisque c'est le premier best-seller d'après-guerre. Il n'y a pas d'équivalent, hein. Sagan est aussi célèbre que Sartre dans les années 50, c'est énorme. Mais en même temps, lorsqu'elle est en quête de reconnaissance dans les années 80, et qu'elle va d'ailleurs publier un livre qui s'intitule « Avec mon meilleur souvenir », elle est en quête de reconnaissance littéraire cette fois-ci, et cette légende finit par être un peu encombrante. Donc, on pourrait dire que Sagan utilise sa légende lorsqu'elle en a besoin, et finalement, elle essaye de la dissiper, finalement, à la fin de sa vie, parce qu'elle est en quête d'une vraie reconnaissance littéraire, et elle a véritablement envie qu'on la considère comme un auteur. N'oublions pas quand même, juste pour ajouter, que lorsque l'on découvre le succès à 18 ans, fatalement, les choses sont complètement bouleversées. Et à rebours de toutes les autres romancières de l'époque, Duras va rencontrer un succès très très tard. Yourcenar, pareil. Beauvoir, on n'est pas loin de la même chose. Donc Sagan bouleverse tous les codes de ce qu'on peut imaginer comme un écrivain. D'ailleurs, rappelons que Louis-Ferdinand Céline juge très mal cette légende de Sagan. Il dit que véritablement on en fait une midinette, une starlette. Et ça, c'est véritablement le côté de la légende qui va être le plus dérangeante et le plus encombrant finalement pour la romancière. Ce qui est paradoxal aussi, il me semble, chez Sagan, c'est à la fois elle est bourgeoise, elle reste dans une morale bourgeoise quand même, d'une certaine, enfin en tout cas elle se présente comme bourgeoise, et en même temps son livre rencontre un public bien au-delà de celui de la bourgeoisie. Ça, c'est le grand paradoxe. C'est le choc des titans à l'époque, parce que Sagan est tout de suite coopté par Mauriac, François Mauriac, qui est le romancier de la bourgeoisie voilà, absolument, et elle aimerait être aimée de Sartre. Et Sartre, c'est l'inverse, justement. Bien qu'il soit bourgeois, il fustige la bourgeoisie. Et Sagan avait fait en sorte que ces personnages soient imprégnés de la philosophie existentialiste, mais finalement, ils étaient tous tenaillés par leur milieu. On se rend compte que la jeune Cécile, bien qu'elle se révolte contre sa famille, contre la cellule patriarcale, contre justement les conventions bourgeoises, on se rend compte que c'est une révolution, une révolte avortée dans la mesure où, à la fin du roman, elle rejoint son père et tout redevint comme avant. Néanmoins, Pardon ? Sauf qu'elle est triste. Elle finit triste parce que c'est une révolte avortée, mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que toute une partie de la jeunesse va s'identifier non pas au cadre bourgeois, mais à cette liberté qui avait infusé dans le roman. Si bien que dans les colonies, puisque la France a encore un empire colonial à l'époque, des jeunes auteurs, notamment des femmes comme Assia Djebar, qui va devenir une académicienne, a écrit son premier roman « La soif » en calquant l'histoire de Cécile, d'une certaine manière, dans un contexte algérien. Donc, le roman
Bonjour Tristesse va devenir un paradigme qui va s'exporter, et on peut lire par exemple, on peut découvrir des romans identiques à Bonjour Tristesse dans d'autres contextes, en Syrie par exemple, avec Colette Khoury, ou au Liban avec Leila Balbaki, et même en France, dans les couches sociales les plus populaires, Annie Ernaux par exemple nous rappelle, je cite, qu'avant Simone de Beauvoir, c'est Françoise Sagan qui a participé à ma construction. Donc on peut véritablement voir qu'il n'y a pas seulement qu'un milieu germano-pratin et parisien qui vont s'emparer de Bonjour Tristesse. Alors certes, Philippe Solers dans Une curieuse solitude, ou Jean d'Ormesson dans L'amour est un plaisir, c'est-à-dire leurs 2 premiers romans, vont clairement dire qu'ils se sont inspirés de Bonjour Tristesse pour arriver en littérature. C'est une vérité, mais néanmoins, le Bonjour Tristesse va transcender l'auteur, c'est-à-dire que il va devenir un petit manuel de rébellion, que l'on va d'ailleurs retrouver chez Dany Laferrière, qui est également académicien français, mais qui vient de Haïti, et qui, dans un livre qui s'intitule Le goût des jeunes filles, va écrire que pendant la révolution du Valier, dans les années, fin des années 70, les jeunes filles haïtiennes lisent qui? Françoise Sagan, parce que c'est considéré comme des petits traités de révolte, des petits traités de liberté. Ce sont pratiquement des manuels de savoir-vivre la liberté absolue. Bien. Mais écoutez, on va faire une petite incise avec notre chronique sur la culture avec Stéphanie Lavigne, mais il s'agit d'un film, j'ai ma langue à fourcher tout à l'heure, il ne s'agit pas du semblant, il s'agit de la substance, mais c'est une opposition tout à fait lacanienne. Stéphanie Lavigne, bonjour, merci d'être avec nous. Donc, vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, et vous exercez à Paris et à Enghien-les-Bains. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? C'est l'argument marketing de la fameuse substance. Film éponyme de Coralie Farja, qui travaille depuis des années sur le body horror. Dans ce domaine, on peut considérer le monstre de Frankenstein comme le modèle du genre. Mais c'est avec Cronenberg qui a exploré ce genre de l'excès avec le plus d'humanité. On se souvient de La Mouche en 1986, qui fut un succès lié justement à la rencontre de la belle et de l'horreur. Dans The Substance, il s'agit aussi de beauté, d'horreur, du corps, de son image, de sa chair et de ses orgies. Autour d'un pacte avec le diable, via la science du jeunisme, Coralie Farja met en scène ce fantasme. Qu'il serait beau d'être plus jeune, plus belle, plus parfaite, à l'ère du mariage de la science et du discours capitaliste. Elle nous embarque dans une expérience viscérale, comme elle le déclare, en nous immergeant dans la réalisation de ce fantasme qui, ici, transcende la question de l'image du corps, de sa chair, jusqu'à son explosion. Donc c'est un film sur le regard ? L'objet regard est au premier plan, dans un face-à-face imaginaire, tout en convoquant le spectateur à regarder en face la transformation du corps en accéléré. Qu'il s'agisse d'une caméra, d'une affiche, c'est bien le stade du miroir qui est aux commandes. La machine de tout fantasme, comme la nomme Jacques-Alain Miller. Une substance injectable, commandée et livrée en call and collect dans un locker, vous promet de créer une meilleure version de vous-même. Le fantasme se réalise. De l'extraction d'un corps vieillissant, incarné par la sublime Demi Moore, s'arrache un deuxième corps pourvu d'une image parfaite, laissant apparaître dans un deuxième temps le corps comme sac vide, rangé dans une pièce construite à cet effet. Le cœur du film est du registre du spéculaire. C'est la puissance de captivation du corps comme image, tantôt face au reflet dans le miroir,
Tantôt face à une caméra, deux corps se font face dans un dialogue minimaliste, rythmé par de longs silences qui ne peuvent que conduire au meurtre. L'imaginaire conduit au meurtre. Seule solution pour se libérer de l'aliénation que constitue cet autre. Tout au long du film, la voix du maître ne cesse de répéter qu'elles ne font qu'une. C'est ce un de l'image qui se dédouble. La vieille et la jeune se substituant l'une à l'autre dans une temporalité d'une semaine sur deux. Le corps de l'une prend la place de l'autre. En aucun cas, cette alternance ne peut être changée. Le temps ici prend valeur de réel, comme ce qui revient toujours à la même place. Donc on touche au réel, au-delà de l'imaginaire. Au fond, est-ce que ça parle de la substance jouissante, comme dit Lacan ? La réalisatrice nous fait pénétrer de l'autre côté du miroir, où la beauté devient monstre. Alors oui, les paupières du spectateur se ferment, parfois devant l'horreur. Comme le précisait Jacques-Alain Miller, le beau, dans sa condition la plus forte, surgit comme la dernière barrière sur le bord de la jouissance et de ce qu'elle a d'insoutenable. Merci Stéphanie Lavigne. Donc nous allons reprendre, Flavien Valentin, notre discussion. Alors nous avons évoqué Sagan et le scandale, Sagan moraliste, en tout cas tel qu'elle a pu le devenir, et le mythe Sagan. Alors, si les histoires passionnelles finissent mal en général, comme dit la chanson dans son œuvre, Sagan, pour autant, n'était pas désabusé. Ces personnages non plus d'ailleurs, ils se divertissent dans la comédie des sexes. Certains s'aiment au-delà des désirs qui vont, eux, et qui viennent. Alors, j'ai trouvé un passage dans « Je ne renie rien » que j'aimerais bien partager avec vous pour avoir votre réaction. Donc, « Je ne renie rien » est un ensemble d'entretiens qui ont été ensuite édités plus tard. C'est Sagan qui a fait le choix de ce choix de questions, de garder cela. J'ai sans doute un point de vue retardataire et parfaitement latin, mais je suis convaincue que ce n'est pas en se liguant contre les hommes que les femmes obtiendront quelque chose. Ou alors, elles ne l'obtiendront que par la loi. Et la loi, ce n'est pas tout. Les hommes, il faut leur parler avec eux, leur faire comprendre. Alors là, on voit que Sagan se situe dans un ordre patriarcal, mais qu'elle aimait à faire parler les sexes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la manière dont elle s'y prenait pour faire parler les sexes entre eux ? C'est une très belle question, assez délicate, parce que le féminisme chez Sagan n'est pas du tout celui du MLF ou celui de Simone de Beauvoir, raison pour laquelle d'ailleurs les deux femmes ne se rencontreront pas vraiment d'un point de vue intellectuel. Néanmoins, il est très proche de celui de Marguerite Yourcenar, qui est un féminisme bourgeois, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire que la loi fait foi et que les sexes sont égaux. Et dans la littérature saganienne, on peut voir qu'il n'y a aucun sexe finalement qui va surpasser un autre. D'un roman à l'autre, par exemple, si on prend Un peu de soleil dans l'eau froide, publié en 1969, c'est l'homme qui va avoir une totale emprise sur l'héroïne, Nathalie Sylvener, alors que dans Le lit des fées, publié en 1977, on a une femme héroïne qui s'appelle Béatrice Valmont, donc qui porte également le nom d'un célèbre libertin de la littérature, va être complètement castratrice et va justement essayer de torturer psychologiquement son amant qui s'appelle Édouard Malligras. Et donc, finalement, chez Sagan, la comédie des sexes est une comédie extrêmement bien coordonnée, répartie, égalitaire finalement. Ce qu'elle a essayé de montrer depuis le début, c'est que les hommes et les femmes, finalement, agissent d'une manière agenrée. Il n'y en a pas un qui va justement dépasser l'autre. On pourrait ajouter également que la prostitution
et c'est un thème extrêmement important pour comprendre l'équilibre des forces sexuelles chez Sagan, la prostitution est aussi bien consommée par les hommes, qui vont dans les bordels d'une manière très claire. On peut penser justement à De Guerlas, où les héros se rendent dans des lupanars. Et on peut également penser au rôle que jouent les gigolos dans l'œuvre saganienne. Et les femmes consomment d'autres hommes avec la même attention que les hommes, finalement. C'est ce qu'elle faisait dans sa vie aussi. Elle avait rencontré Sartre au bordel rue Bréa, semble-t-il. Oui. Oui, et le frère de François Sagan, bon, je ferme l'anecdote immédiatement, mais en 1975, Jacques Coirez, le frère de François Sagan, publie les mémoires de Madame Claude. Oui, il avait effectivement été impliqué dans cette affaire. Apparemment, il testait les jeunes recrues formés par Madame Claude. C'est cela, puisqu'elle avait, là on rentre dans la biographie, mais elle avait près de Cajarc, donc la terre natale des Coirez, elle avait justement également une maison où elle mettait ses filles à la retraite au vert, d'une certaine façon. Vous avez beaucoup travaillé dans votre ouvrage sur les points de vue masculins, féminins, vous les avez dialectisés, et vous signalez un changement majeur au tournant des années 69-70 sur les héroïnes de Sagan qui deviennent des héros masculins, une transition de genre en quelque sorte avant l'heure. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose? C'est frappant. C'est très frappant. Si vous voulez, Sagan, les premiers romans, on identifie toujours Sagan une héroïne qui découvre la liberté et qui va finalement découvrir l'essence, la vie, etc. Mais à partir de 1969, il y a un revirement. Sagan choisit un héros. Et par la suite, elle ne va faire que cela, choisir des héros masculins dans son œuvre. Elle était un peu prisonnière de ses héroïnes, un petit peu comme Colette. La romancière Colette était prisonnière de sa série sur les Claudines, cette jeune femme qui découvre la vie. Et donc finalement, elle va briser un carcan. C'est très compliqué pour Sagan après 68. Elle a besoin de se réinventer. 68, c'est une grande révolution dans les mœurs et dans la société. C'est une révolution qu'elle avait déjà fait en 54 et elle se sent un peu dépassée dans sa littérature. Et il y a une phrase très intéressante de Juliette Gréco, grande amie et amante de Françoise Sagan, qu'il faut écouter avec beaucoup d'attention parce que c'est l'une des personnalités qui a parlé avec la plus grande précision de Sagan. Elle disait il faut toujours voir en Sagan Sagan derrière le personnage masculin. Et c'est vrai qu'à la fin de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, tous les héros de ses livres seront des hommes, ce qui va constituer peut-être une liberté, un affranchissement octorial. Et enfin, Sagan va être elle-même dans les livres. C'est tout du moins l'une des thèses que je souligne. Il y a une petite exception à tous les personnages après 69 qui seraient des hommes. Il y a la biographie qu'elle fait de Sarah Bernhardt, où elle dialogue de façon épistolaire avec Sarah Bernhardt. Enfin, je ne sais pas trop si on peut classer Sarah Bernhardt comme étant un homme. Voilà, mais ça participe en tout cas, en effet, par contre, la biographie qu'elle fait de Sarah Bernhardt a un côté un peu inclassable, insaisissable de Sagan. C'est une biographie épistolaire où elle dialogue avec une défunte. Voilà. Et qui est une biographie classée sous le signe du rire incassable. Et j'avais une question, moi, un peu sur finalement le rire de Sagan, l'humour de Sagan, parce qu'elle a un usage extrêmement singulier de l'ironie, et ça nous intéresse en tant qu'analyste, la question de l'ironie, puisqu'elle utilise l'ironie à la fois un peu contre le lecteur, un peu contre elle-même. Donc je me demandais un peu quelle était la fonction qu'avait pour elle l'ironie, quel usage elle en avait, si vous pouviez nous en dire un mot. Oui. Alors, pour répondre à la première partie de votre exposé sur le rire incassable et Sarah Bernhardt, bon, c'est une biographie, donc je ne l'ai pas mis dans la partie des romans.
Et c'est vrai que c'est une femme qui avait autant d'amants que d'amantes. On peut penser à Louise Abéma, et c'est vrai que c'était une figure féminine tellement libre que Sagan était extrêmement impressionné par elle. Cela mis à part, pour répondre à la question qui est une question que Céline Romadova a très bien traitée dans son livre, qui s'intitule « Sagan à contre-courant », a beaucoup travaillé sur l'ironie. Et vous avez tout à fait raison, on peut voir chez Sagan un esprit extrêmement mordant, très drôle, et qui va se révéler encore davantage à la fin de son œuvre finalement, particulièrement si les psychanalystes, comme vous l'avez souligné, aiment l'ironie. Il faut lire La femme fardée, publiée en 81, mais également Les faux fuyants, publié en 91, 10 ans plus tard. Et ce qui est intéressant dans ce livre sur les faux fuyants, c'est qu'elle va traiter de la guerre, d'un exode pendant la guerre de riches bourgeois qui vont finir dans une ferme de la Beauce et dans laquelle ils vont connaître les méandres de la vie rurale et la cocasserie finalement pour des bourgeois. Sagan aime beaucoup cela, le décalage, mettre des gens en rapport avec d'autres qui n'ont justement aucun rapport. Elle aime beaucoup l'esprit ironique. Et de nombreux romans sont des romans drôlatiques, et il faut relire Sagan dans cette perspective, car c'est également des romans plaisants. Et elle fait intervenir justement cet humour dans des périodes très compliquées, comme celle de la Seconde Guerre mondiale, pour le roman que je viens de citer. On retrouve cette ironie jusqu'à son épitaphe qu'elle a rédigée elle-même. Ah oui, absolument, oui. Je la lis, je ne sais pas si vous la connaissez de mémoire. Sagan fit son apparition en 1954 avec un mince roman, Bonjour Tristesse, qui fut un scandale mondial. Sa disparition, après une vie et une œuvre également agréables et bâclées, ne fut scandale que pour elle-même. Oui, absolument. Et d'ailleurs, dans la biographie que Jean-Claude Lamy lui consacre, elle aurait écrit une autre épitaphe qui disait « Si gît Françoise Sagan et ne s'en console pas ». C'est vraiment une ironie qui a trait à l'humour, qui rejoint l'humour. C'est-à-dire qu'à la fois, elle va un petit peu contre l'autre, contre elle-même, mais toujours après pour le rattraper, pour être un peu dans la connivence avec notamment le lecteur, qu'elle ne ménage pas, mais qu'elle fait rire ou qu'elle cherche à faire rire. Quel est le rapport un peu à l'humour pour Sagan? Pourquoi est-ce qu'elle a tant cette appétence-là pour l'humour? Parce que je crois que c'est la politesse du désespoir. Et on avait commencé justement notre entretien sur les conventions bourgeoises. Le rire, c'est encore la meilleure façon de se moquer de soi, c'est encore la meilleure façon de se moquer de la mort. Et la vie de Sagan n'est qu'une ironie. Enfin, j'écoutais en 1956 l'une de ses interventions dans une radio. Elle parle avec un poète et elle disait qu'elle faisait du rodéo urbain avec sa voiture et avec son frère. C'est-à-dire que c'était deux personnes lancées boulevard près de Sainte-Placide à toute vitesse. Ils se rencontrent et à la dernière minute, ils doivent mettre un coup de volant et on espère que ce sera dans le bon sens. Donc c'est quelqu'un qui jouait avec la mort énormément. Et cela, on le découvre également dans son œuvre finalement. L'humour, c'est une façon élégante d'accueillir la mort. D'ailleurs, Bonjour Tristesse, c'est assez drôle. Parce qu'on accueille une émotion qui n'est pas une émotion bienveillante, finalement. Donc, il y a toujours un apprentissage. C'est un certain sourire. C'est un orage immobile. C'est un rire incassable. Vous l'avez dit vous-même en rappelant les titres de Sagan. Il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'opposé. Et il ne faut jamais oublier et perdre de vue que Sagan travaille beaucoup sur la mort. C'est une question qui l'obsède, la solitude, la mort, l'ennui. Donc, pour vaincre tout cela, il y a l'humour qui va faire partie intégrante de la panoplie littéraire et de son arsenal narratif. Merci Flavien Flamantin. Vous peut-être juste pour conclure, je reprends juste la dernière phrase de Un certain sourire. La dernière phrase, donc une fois que l'héroïne a compris que sa passion pour Luc était terminée ou en tout cas en voie de l'être. Mais enfin quoi?
« J'étais une femme qui avait aimé un homme. C'était une histoire simple. Il n'y avait pas de quoi faire des grimaces. » Ça dit bien quelque chose de Sagan. Merci à vous, merci pour ce moment partagé avec vous. Nous allons maintenant passer à l'actualité de la psychanalyse avec Romain Aubé qui va nous parler de Lacan, faisant référence à Sagan. Oui, dans Je ne renie rien, Françoise Sagan disait aussi que l'amour, c'est ce qui se passe entre deux personnes qui s'aiment. C'est une très belle tautologie et qui parle aussi de ce que Lacan a appellera plus tard le non-rapport sexuel, c'est-à-dire le fait qu'au fond, ça ne s'écrit pas, que ça s'invente. Au cas par cas. Et Romain Aubé, merci beaucoup donc de continuer la conversation avec nous. Vous avez travaillé donc dans ce livre qui commémore l'anniversaire de Françoise Sagan et de Bonjour Tristesse, et vous avez commis un article très intéressant dans ce livre qu'il faut absolument lire, l'ensemble du livre. Et vous allez nous expliquer d'abord peut-être dans quel contexte Lacan, à son séminaire, évoque Françoise Sagan. Oui, tout à fait. Il parle de Sagan à la fin de son séminaire 4, donc sur la relation d'objet. Et pour mieux se dire ce qu'il en dit, il faut revenir un peu au motif même du séminaire 4, qui est une réponse au tenant de la relation d'objet, cela qui visait un peu une relation sujet-objet qui soit satisfaisante, harmonieuse, allant même jusqu'à prôner de combler et répondre aux désirs de l'autre, afin que cette relation soit sans histoire. À cette idée de complétude, Lacan oppose une relation au manque d'objet. Le sujet n'a affaire qu'au manque d'objet, puisque l'objet tant désiré et attendu est toujours déjà perdu. C'est d'ailleurs parce qu'il est manquant que l'objet est désiré. Je le cite, « L'idée d'un objet harmonique, achevant de par sa nature la relation sujet-objet, est parfaitement contredite par l'expérience. » Je ne dirais pas même l'expérience analytique, mais l'expérience commune des rapports de l'homme et de la femme. Si l'harmonie en ce registre n'était pas chose problématique, il n'y aurait pas d'analyse du tout. Cela évoque son aphorisme « Il n'y a pas de rapport sexuel », formalisé certes plus tardivement, mais dont nous trouvons ici des prémices. Dans le rapport de l'homme et de la femme, à partir du moment où il est consacré, reste toujours ouverte une béance. Cette béance renvoie à l'impossibilité de faire du un avec du deux. Il n'y a pas d'union possible des corps et des jouissances, puisque ce n'est jamais que de son propre corps que l'on jouit. Alors, que dit Lacan de Sagan dans son séminaire ? Il avance que les deux premiers romans de Sagan permettent de percevoir et d'appréhender une certaine évolution dans les rapports entre les sexes. Il lui laisse même le soin de dépeindre et de définir ce que peut être la génération actuelle, d'en donner une expression directe et symbolique. Je ne résiste pas à vous lire ce qu'il ajoute. Le psychanalyste ne se recrute pas parmi ceux qui se livrent tout entier aux fluctuations de la mode en matière psychosexuelle. Vous êtes, si je puis dire, trop bien orienté pour cela, voire même avec un rien de fort en thème en cette matière. Cette lecture peut avoir pour vous l'avantage de vous faire entrer dans un bain d'actualité, avec pour effet l'activation de la perspective sur ce que vous faites, et sur ce que vous devez être prêt à entendre quelquefois de vos patients. Ceci vous montrera aussi que nous devons tenir compte des profonds changements des rapports entre l'homme et la femme qui ont pu se produire, ajoute-t-il, au cours d'une période qui n'est pas plus longue que celle qui nous sépare du temps de Freud, où, comme on dit, tout ce qui devait être notre histoire était en train de se fomenter. Lisons ici un des pans de l'éthique qu'il a introduit dans le champ psychanalytique, rejoindre à son horizon la subjectivité de son époque. Lacan n'indique pas ici de confondre, de s'offusquer ou de devancer la dite subjectivité, étant donné que cela consisterait à rabattre la psychanalyse sur une intersubjectivité ou ferait sombrer cette praxis dans la morale. Non, il s'agit nullement d'orienter la cure en direction d'une norme, qui en définitive ne serait autre que celle de l'analyste. En cela, l'horizon évoqué est donc une perspective permettant d'accueillir les changements de chaque époque et culture,
pour en analyser les fondements et apercevoir la fonction des nouvelles formes de rapport entre les sexes, les réponses au malaise dans la civilisation. Et alors, qu'est-ce qui change donc dans les rapports entre les sexes chez Sagan ? Dans les romans de Sagan, les semblants apparaissent pour ce qu'ils sont dans la comédie des sexes. Et à ce titre, ils sont dénoncés. La virilité devient un semblant, une parade féminine comme une autre. Dans Bonjour Tristesse, la virilité est rapportée à la beauté, non à un courage relatif à l'affrontement d'une castration, c'est-à-dire au risque de perdre, à ce qu'implique d'enjeu le fait de dire, de poser un acte. C'est en cela que l'éminent Kojève, spécialiste de Hegel auquel Lacan se réfère, indique que la romancière peint un monde nouveau, d'où la virilité d'antan, relative à un affrontement à la mort, a disparu. Ensuite, Sagan dépeint fort bien le nouage de relations sans enjeu apparent, voire même sans amour, tout en s'affrontant néanmoins à un non-rapport fondamental. C'est du moins ainsi que commence la relation de Cécile avec Cyril dans le roman. L'amour advient plus tard. Quand Cyril est frappé d'interdit, alors la passion amoureuse commence. Alors, pouvons-nous dire que Sagan dépeint ce qui est une des réponses que sa génération a trouvées face au non-rapport sexuel, enfin au rapport sexuel qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de programme sexuel définitif, établi, qui vaudrait pour tous, à tout jamais. Tout à fait. Le non-rapport sexuel, finalement, c'est un universel auquel chaque être parlant se confronte à sa façon. Cependant, cet impossible rapport, même s'il se présente sur le versant d'un « il n'y a pas », c'est aussi quand même un moteur pour le sujet qui va chercher à y répondre, à construire des suppléances. Une suppléance, ce n'est pas faire exister le rapport sexuel. Une suppléance, c'est plutôt tenir compte de cet impossible. Parmi ces suppléances, Lacan en isole deux, l'amour et le fantasme. Et c'est deux points qui reviendront toujours dans son enseignement. À propos de l'amour, Lacan dit, et la formule est très connue dans son séminaire 4, « Il n'y a pas de plus grand don, de plus grand signe d'amour que le don de ce qu'on n'a pas. Dans le don d'amour, quelque chose est donné pour rien. » Cette définition de l'amour, rattachée au don de ce qu'on n'a pas, se rapproche de l'intuition de Sagan elle-même qui, dans Bonjour Tristesse, soit 2 ans avant Lacan, écrit ceci, « L'amour, c'est un manque. » On ne peut mieux dire. Raison de plus, je crois, pour lire, relire Bonjour Tristesse et retourner aux enseignements très actuels de Lacan dans son séminaire sur la relation d'objets. C'est déjà faire un pas, je crois, vers le 15e congrès de l'Association mondiale de psychanalyse sur « Il n'y a pas de rapport sexuel » qui se tiendra du 30 avril au 3 mai 2026 sous la direction de Ricardo Celdes. Merci Romain Aubé. Eh bien, cette émission est maintenant terminée. Merci Marie. Merci Pierre. Et puis nous vous disons à la semaine prochaine à 18h30 comme chaque semaine. Au revoir. Au revoir.